dans le contexte, démystifier un peu le côté très enjolivé, on va dire, qu'on connaît des Toltecs. On va parler donc de ces fameux 4 accords et comment, quelque part, les appliquer dans notre vie. Voilà, ça va être l'axe un petit peu de ce soir. Donc dans ces 4 accords, effectivement, il y a toute cette sagesse entre guillemets Toltec qui est résumée sur 4 phrases. C'est bien plus complexe que ça, mais c'est un début. Et on va dire que c'est un peu plus accessible pour nous aujourd'hui que la réelle sagesse Toltec telle qu'elle était enseignée au Mexique. Après, plus on grandit sur le chemin, plus on va vers ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on va rester un petit peu sur quelque chose de peut-être de plus simple et de plus pratique. Voilà. Donc, les Toltecs, contrairement à ce que on peut entendre un peu maintenant, on a tout ce côté très enjolivé, c'est un peuple magnifique. On en entend surtout parler au niveau de Teotihuacan. Alors, effectivement, il y a un peuple qui était à Teotihuacan, mais qui à l'époque n'était pas forcément les Toltecs. Les Toltecs se sont servis de toute cette sagesse qu'avait ce peuple, et d'autres avant, pour, entre guillemets, faire les enseignements qu'ils font encore aujourd'hui, qui ont peut-être un peu changé évidemment au fur et à mesure des siècles. Mais alors le vrai mot Toltec, on le retrouve à Tula. C'est pas à Teotihuacan, mais à Tula, où il y avait deux peuples qui cohabitaient ensemble. Donc les Toltecs qui étaient des guerriers, et non pas des gens de savoir. Et un autre peuple qui, eux, par contre, étaient des gens de savoir, des physiciens, enfin, ce qu'à l'époque on pouvait appeler des physiciens, des astronomes, etc. Des grands sages, des peintres et des artistes. Ces deux peuples ont donc cohabité à Tula. Alors pour essayer de rejoindre un petit peu le côté mythologie et le côté histoire, je vais vous faire 2 parallèles. Donc il y avait nos amis les Toltecs, qui à la base n'étaient pas du tout de Tula. Ils étaient plutôt des environs, mais au fur et à mesure, du fait du nombre, ils sont arrivés sur cette grande ville. Le peuple qui à la base était à Tula, c'était les Noacal, qui eux tiraient effectivement leur savoir des anciens de Teotihuacan. Parce qu'il faut savoir qu'au Mexique, donc, que ce soit avant Jésus-Christ ou après, il y a eu énormément de guerres, de peuples qui se sont, entre guillemets, qui ont disparu, d'autres qui ont pris le pouvoir. Donc, si les Toltecs ont disparu pendant longtemps, c'est parce qu'à un moment donné, c'est les Aztèques qui ont repris le pouvoir. Donc, c'est jamais que des jeux de pouvoir. Par contre, les Toltecs ont réussi à survivre dans ces peuples aztèques et mayas. Ils se sont, entre guillemets, fondus dans la masse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle aussi de Toltecs, parce qu'ils ont quand même réussi à garder ce noyau et cet enseignement. Donc, chacun de ces deux peuples, à Tula, vénérait un dieu en particulier. Donc, les Nonoacal, c'était le dieu Quetzalcoatl, dont on a tous plus ou moins entendu parler, où on a vu des schémas, puisque c'était le fameux dieu serpent à plumes. Et les Toltecs vénéraient un autre dieu qui n'avait rien à voir, parce que ce sont deux opposés, c'est là où ça devient très intéressant. C'est Quetzalcoatl. Je ne dis pas, retenez peut-être pas forcément les noms, mais c'est ce qu'ils vont représenter qui est intéressant à connaître en fait. Donc ce fameux dieu, Quetzalcoatl, qu'on connaît énormément ici en Occident, parce que c'était l'un des plus vénérés. Donc serpent à plumes, c'était aussi entre guillemets, le dieu. Il représentait le soleil, il représentait le jour. C'était aussi, entre guillemets, le guide, celui qui nous aidait à prendre un chemin spirituel, à avoir la vie qu'on voulait avoir. Et à l'inverse, Tezcatlipoca, lui, représentait la nuit. On revient sur du yin et du yang, on peut faire beaucoup de parallèles par rapport à d'autres peuples. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'on retrouve dans chaque civilisation, il y a toujours une base, un tronc commun. Donc lui, il représentait la nuit étoilée, et c'était un sorcier. Voilà. Donc, encore une fois, vous voyez, opposition, yin-yang. Quetzalcoatl, c'était aussi la terre. Après, au niveau de la représentation de ce dieu-là, on peut faire beaucoup de choses par rapport aux légendes.
selon certaines légendes, on en arrive jusqu'à Vénus. Donc, voilà, parce que ce dieu a été, entre guillemets, chassé justement de Tula par ce dieu-là, parce qu'il a arrêté, entre guillemets, en gros l'histoire, voilà, nous avions un dieu roi, donc qui n'était pas tout à fait de ce nom-là, il y a plusieurs légendes qui se croisent aussi, hein. C'est pour ça que je vais essayer de faire en gros. Ce dieu roi était très sage, il avait une discipline de vie très carrée, c'est-à-dire il ne buvait pas d'alcool, c'était vraiment quelque chose, il priait énormément. Tezcatlipoca, lui, il voulait prendre le pouvoir, c'était un sorcier. Donc il s'est, entre guillemets, déguisé pour amener Quetzalcoatl à la faute, à boire. Et au fur et à mesure, Quetzalcoatl s'est, entre guillemets, dégradé, on va dire ça. Il a perdu l'essence de ce qu'il était. Quand il s'en est aperçu, il est parti de tout là. Et donc, dans son errance, il a pris un certain chemin, un jour, donc il est mort, et quand il est mort, son essence, en fait, représentait Vénus, puisque Vénus est apparue. Voilà la légende pourquoi on parle aussi de Vénus avec ce dieu-là. Donc, dieu de l'amour, dieu de la terre, vous voyez tout ce qui est au niveau de l'histoire et des légendes, tout ce qu'on va retrouver. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on avait ces Noacal qui avaient toute la connaissance de Teotihuacan, qui était d'une très grande sagesse, qui était une connaissance ésotérique à multiples facettes, et ces Toltecs qui étaient des barbares et des guerriers. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le guerrier, selon les époques, il finit toujours par arriver en plus grand nombre que les sages. Donc les Toltecs ont pris le pouvoir à Tula. Et les Noacal, quelque part, ils ont commencé à se diffuser un petit peu partout autour du Mexique et de l'Amérique du Sud. Mais les Toltecs, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que c'est des artistes, particulièrement au niveau des Aztèques, c'est eux qui ont utilisé ce mot d'artiste pour les Toltecs. Ils ont eu cette intelligence de se servir de tout le savoir et de toutes, entre guillemets, toutes les croyances du peuple qui était avant, qui étaient des sages. Et ils ont mixé, entre guillemets, leur savoir et le savoir des Noacal. Donc, ils ont réussi à garder une structure, je ne dirais pas parfaite, puisqu'à un moment donné, ils se sont, entre guillemets, fait botter les fesses par les Aztèques, mais ils ont repris petit à petit de l'ascendance, même sur les anciens croyants qui étaient vraiment dans les croyances des Noacal. Petit à petit, ils ont créé quelque part un nouveau paradigme, et donc de nouvelles façons aussi de faire. C'est-à-dire que du temps des Noacal, il n'y avait absolument aucun sacrifice. Au fur et à mesure des années, même si les Toltecs au début n'en disaient pas, du fait de certaines perditions, de traditions, etc., il y a eu énormément de sacrifices. Mais à la base, il est vrai, et même bien avant eux, il n'y avait pas de sacrifice. Il n'y avait pas de rituel de sang ou ce genre de choses qu'on peut voir maintenant au niveau, qu'on découvre au fur et à mesure des années que nos chers archéologues découvrent. Il y avait de plus en plus de rituels de sang. Mais à la base, les peuples bien avant eux, parce que c'est quand même de ces peuples au-dessus dont on tire aujourd'hui tous les enseignements qu'on connaît, il n'y avait aucun sacrifice. Il y avait un enseignement qui était très pur. Et selon les légendes de Toltec, les peuples qui étaient vraiment sur Teotihuacan, à un moment donné, ils avaient atteint un tel degré de savoir sur tous les anciens qu'ils ont, entre guillemets, disparu. Ils ont juste laissé quelques apprentis. Et donc nous, on peut dire qu'aujourd'hui, on a récolté le savoir des apprentis des maîtres. Parce que les apprentis n'avaient pas encore tout le savoir quand les maîtres sont partis. Donc, c'est juste pour démystifier un peu le côté très enjolivé qu'on a des Toltecs par Don Miguel Ruiz, par la presse en général. Personnellement, j'adore le travail de Don Miguel Ruiz, mais il faut aussi rester près de l'histoire telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais il faut aussi prendre du recul. C'est aussi ce que nous dit ce fameux grand chaman dans son 5e accord, c'est soyez sceptiques. Écoutez personne, n'écoutez que vous.
Donc, vous n'êtes pas obligé de m'écouter ce soir non plus. Et tout là, c'est où? C'est pas au Mexique? Si, c'est au Mexique, c'est très près de... Enfin, c'est pas très loin de Teotihuacan. Après, il faut savoir que Teotihuacan, tel que ça a été conçu donc, par les peuples les premiers, il y a un certain chemin initiatique qui doit être fait sur place, qui a été redécouvert au fur et à mesure des années, entre autres par ce chaman. Il y a eu d'autres, je pense qu'il y a d'autres aussi façons de... Enfin, peut-être pas de le faire, mais il y a d'autres gens, entre guillemets, qui connaissent très bien ce chemin initiatique aussi. Disons que lui, ce chaman, il est né pour divulguer le savoir toltèque au monde. En gros, c'est sa mission de vie, si on peut appeler ça sa mission de vie. En tout cas, c'est la mission qu'il habite à lui. Donc, grâce à cette personne, au jour d'aujourd'hui, on revient sur ces accords. Ces fameux accords qu'on peut trouver, entre guillemets, dans tous les textes, que ce soit la Bible, que ce soit les textes indiens, enfin, partout, dans tous les peuples. Puisque la base, le tronc, il est commun à toutes les religions. Après, c'est comment chaque peuple en a fait son interprétation et comment, après nous, dans notre vie de tous les jours, on le met en action. Donc, pour ceux qui ont lu le livre, on a donc notre fameuse parole impeccable. On a ne pas faire de suppositions. Ne pas en faire une affaire personnelle. Et enfin, toujours faire de son mieux. Alors, a priori, ces 4 phrases qui paraissent logiques, qui sont finalement peut-être pas des accords, mais des accords de vie. Alors, si on prend la Bible, par exemple, avec le premier, la parole impeccable, on prend la Bible, et Dieu créa le Verbe. D'accord ? Donc, s'il créa le Verbe, ce qui est entre guillemets notre première façon de s'exprimer, de dire les choses, c'est qu'il y a quand même un poids qui est important. Donc, avoir une parole impeccable, c'est aussi faire attention à ce que l'on dit, et la Bible, à sa façon, le dit aussi. Ne pas faire de suppositions, là je fais juste du large, on va y revenir un petit peu après. Donc ne pas faire de suppositions quand quelque chose arrive. Donc on voit quelqu'un passer dans la rue juste sur un détail, on ne peut pas juger cette personne sur un détail, ce n'est qu'un détail à un moment donné de sa vie. C'est comme si vous me jugiez sur tout de suite, là, dans les 10 secondes qui arrivent, ça ne va pas définir qui je suis. Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est savoir se détacher, prendre du recul. Et faire de son mieux, toujours faire de son mieux, quel qu'il soit, parce qu'il n'est jamais le même. On peut avoir notre mieux le matin au réveil, il est à 100%, et à 7 heures le soir, il va peut-être qu'à 60, peut-être à 90, selon si on est du matin, si on est du soir, peu importe. Donc effectivement, il y a ces 4 grands accords. Mais avant ça, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est qu'ici, chacun d'entre nous, on a tous des parents différents. Des gènes différents. Entre guillemets, on a tous eu des professeurs différents. On est tous différents. Parce que là, on est tous d'accord. Chacun d'entre nous, au moment où il est venu au monde, il avait entre guillemets ce qu'on appelle l'essence ou l'âme. Peu importe ce qu'on appelle. Un enfant, quand il naît, il a toujours plus ou moins des réactions, pas tout à fait pareilles, puisqu'il n'a pas les mêmes gènes, mais il y a des réactions assez similaires. Il a besoin de manger, de dormir et d'attention. Parce que là, c'est assez logique. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, trop de filtres encore. Il y en a quelques-uns qui sont l'ADN. Mais il y a juste ça. Dans ce que nous disent les chamans toltèques, on va retrouver un petit peu... c'est que plus on grandit, plus on a des couches autour de nous qui se rajoutent. Des couches de croyances, de choses à faire ou à ne pas faire.
Donc la première personne, entre guillemets, c'est notre mère, parce que in utero, on est quand même en relation avec notre mère qui a certains comportements. Donc déjà, on a une première couche grâce à maman. Après, il y a papa. Donc on rajoute une couche. Autour de papa, maman, il y a la famille à maman. Puis, il y a la famille à papa. Et chaque couche est différente, puisque chaque individu est différent. Puis après, on va à l'école. Donc là, il y a les maîtresses. Puis il y a les copains. Et les copains, il y en a énormément, donc il y a énormément de couches. Puis après, on va travailler. Donc, tout au fur et à mesure de notre vie, c'est comme, si vous voulez, on était dans un, si j'explique, dans un gros brouillard. On arrive au monde, on est à peu près clair. Et plus ça va, plus on grandit, plus on est dans le brouillard. Donc le but de ces 4 accords, ou d'autres chemins de vie, entre guillemets, c'est au fur et à mesure d'enlever des couches de brouillard pour revenir à qui on était à l'essence, mais tout en ayant la connaissance qu'on a au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire être capable d'avoir pris du recul sur ce qu'on a vécu et de s'en servir pour ce qui est notre essence. Donc, on peut regarder par exemple quel est le premier accord. Si on parle d'accord juste ici, il y a aussi toutes ces couches de brouillard, c'est des accords entre guillemets que l'on a, nous, auxquels on a donné foi. Par exemple, on a tous entendu à un moment donné notre maman nous dire « ne fais pas ça, c'est pas bien ». Nous a dit « ok, d'accord ». Donc, plus tard, quand on va être grand, si jamais la situation se représente, nous, en notre tête, on fait « oh, faut pas faire ça ». Parce que maman a dit que c'était pas bien. Donc, en fait, toutes ces petites couches de brouillard, elles sont construites sur ce qu'on appelle le livre de loi. C'est-à-dire qu'on a notre, entre guillemets, notre cerveau est rempli de règles, qui est ce fameux livre de loi. Donc, et ce livre de loi, il nous vient de bien des gens au cours de notre vie. Donc forcément, s'il y a un livre de loi, il y a un policier, un juge et une victime. On va mettre le juge et le policier